je vous remercie. Voilà, je laisse. Bon, vous n'avez pas encore fait. Salam alaikum, chers amis, chers collègues, permettez-moi d'abord de remercier Monsieur le Président, mon ami Semoun, et son bureau d'avoir organisé ces journées qui vont être, Inch'Allah, agréables par la présence, agréables par les thèmes choisis. Et je remercie le bureau infiniment d'avoir choisi la pneumologie et en particulier l'allergologie, le thème de l'allergologie. Le thème choisi cette fois, c'est les allergènes recombinants. C'est un sujet d'actualité. Nous savons tous que le diagnostic de l'allergie repose sur l'interrogatoire, des tests cutanés, des JO spécifiques, des JO spécifiques, le gold standard, le test de provocation, qui est difficile à réaliser, surtout en pédiatrie, en pratique de ville. Mais l'avènement de la biologie médicale nous a permis de mettre en évidence les allergènes, d'autres allergènes, par génie génétique, à savoir les recombinants, ce qui nous permet de voir le profil sensibilisant du sujet et par la suite asseoir le diagnostic de l'allergie, surtout que ce soit l'allergie respiratoire, on aura l'occasion tout à l'heure, ou l'allergie alimentaire, qui va devenir de plus en plus un problème de pouvoir sanitaire du pays, surtout dans des allergies majeures comme l'anaphylaxie. Et pour nous éclaircir de ce sujet, de nous mettre bien dans ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir parmi nous Madame Muti, qui vient de Clermont-Ferrand, qui remplace le professeur Kallio, qui pour des raisons familiales n'a pas pu assister avec nous. Au nom de l'assistance, au nom de la présence, je remercie infiniment Madame Muti, qui a l'amabilité d'honorer nos journées. Et à vous la parole. Merci beaucoup déjà pour votre invitation. Ça, je ne sais pas si ça marche. Comment ça marche? Parce que là, ça marchait tout à l'heure. Ah, oui, d'accord. Merci beaucoup de m'avoir permis d'être aujourd'hui ici, de votre aimable invitation. Et j'essaierai dans les quelques minutes suivantes de vous parler un peu de l'allergologie moléculaire et les pollens. Le plan de ma présentation contient 4 grands chapitres et on va commencer par les pollens allergisants. Et avec le professeur Kay, on a essayé de trouver des données qui se rapprochent le plus de la réalité que vous avez sur le terrain au Maroc. Donc, je vais vous citer beaucoup des données de l'Europe du Sud et un peu du nord d'Afrique, du Maroc et de la Tunisie. Le calendrier pollinique au sud de l'Espagne retrouve beaucoup de pollen de cyprès, de cupressacée. 20% des patients sont sensibilisés. Ensuite, le deuxième allergène le plus important, c'est l'olivier, avec toute sa famille, des oléacées, à 18%. La chêne, à 17%, pas loin de l'olivier, ce qui est un peu surprenant, en tout cas pour quelqu'un qui vient du milieu de la France. Les graminées, à 10%, et la pariétaire et les urticacées, à 9%. Bien sûr, on va trouver des bétulacées, après d'autres allergènes, et surtout, les bétulacées sont très peu présentes, ce qui est très différent par rapport à plus haut en Europe. Nous, à Clermont-Ferrand, on a beaucoup plus les bétulacées, on n'a pas du tout d'olivier, par exemple. La sensibilisation, le pourcentage de sensibilisation au pollen à Rabat dans une étude qui a été publiée en 2001, pour des patients qui ont été vus en consultation, on remarque que la majorité seront sensibilisés à l'olivier.
Ensuite, ce sont les graminées, le cyprès, très peu, pariétaire et noisetier. Après, je ne sais pas exactement quelle batterie de test vous utilisez. Si elle est plus large, moins large, ça dépend aussi, ça va influencer aussi le résultat de ce type d'étude. La sensibilisation au pollen en Tunisie, c'est une étude qui avait quand même regardé presque 2500 patients, tous venus en consultation. Le majoritaire sont les herbacées. Après, la pariétaire, elle est responsable de 30% des sensibilisations. L'armoise, on est à 20%. Et après, on a ambroisie, le plantain. Ça, c'est pour faire un peu l'état des lieux, pour savoir de quel pollen on va parler dans votre région surtout. C'était plus une découverte pour moi. Maintenant, les allergènes, qu'est-ce qu'on en parle quand on parle des allergènes recombinants? On parle de l'allergologie moléculaire. Traditionnellement, on obtenait les extraits allergéniques prenant du matériel, une extraction chimique, et puis on obtient un mélange qui n'est pas très bien caractérisé, qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, quelle est la proportion entre les différentes composantes. Mais maintenant, à l'ère de l'allergologie moléculaire, on va obtenir en fait par de la technologie en recombinant, on va faire un extrait qui est parfaitement bien caractérisé. On sait exactement quel est le contenu, quelle concentration, quelle proportion entre les différentes composantes du même allergène. Et même plus loin, encore pas suffisamment répandu, ce sont les puces, la puce Medal et la puce Isaac, qui vont permettre d'analyser les IgE spécifiques pour plusieurs centaines d'allergènes recombinants et permettent de caractériser parfaitement certains cas un peu compliqués où on ne comprend pas très bien le profil de sensibilisation. Et ça évite, en fait, ces puces ont aussi beaucoup d'intérêt parce que il y a une très faible quantité de sang qui est nécessaire, parce que si on fait en allergène individuel tout ça, on va prendre quelques tubes. En allergologie moléculaire, quelle est l'importance de cette allergologie moléculaire? On doit raisonner en termes de famille moléculaire et on doit regarder la sensibilisation aux allergènes majeurs versus les allergènes mineurs, en sachant que l'allergène majeur, c'est l'allergène auquel il y a le plus de patients qui vont réagir. Ce n'est pas forcément celui qui est le plus pertinent sur le plan clinique. Les allergènes mineurs sont ceux où on a moins de patients qui réagissent. L'allergologie moléculaire nous permettra d'interpréter les profils de polysensibilisation, d'expliquer parfois des tests cutanés ou des IgE spécifiques qui n'ont pas de pertinence clinique, et on comprend après pourquoi. On analyse des réactivités croisées entre les différents allergènes, déjà inhalés, mais pas que, alimentaires, le latex pour les hyménoptères aussi. Et finalement, ce qui est le plus important pour le patient, au final, c'est décider son traitement, décider d'une immunothérapie ou pas, d'une désensibilisation ou pas. Les allergènes majeurs des pollens, j'ai repris les principales familles. C'est fait exprès de ne pas lire les tableaux pour la simple raison qu'en fait, dans les cupressacées, si on veut doser des IgE spécifiques pour celui-là, il est commun à toutes les cupressacées. C'était juste pour vous montrer qu'il y en a beaucoup qui sont décrits, mais qu'en pratique, on va en doser un, qui est représentatif de la famille. Donc c'est pour ça que j'ai fait exprès de ne pas pouvoir lire les tableaux. Pour les oléacées, c'est le OLE1. Pour les graminées, on aura le Phléum P1, Phléum P5, Phléum pratensé, le premier groupe et cinquième groupe. Pour les herbacées, pour l'ambroisie, c'est AMB1, et pour l'armoise, c'est ART-V1, Artemisia.
tous ces noms viennent en fait du nom latin de la plante. Et après, le numéro, c'est l'ordre de découverte, c'est de la famille en fait. Alors, quels polyallergènes on connaît? Les polcalcines sont des protéines qui vont lier le calcium. En jaune, vous avez les ions de calcium qui se lient sur la protéine. Quel est leur rôle dans la germination et la croissance du tube des pollens? Donc vous allez rapidement comprendre qu'ils sont présents que dans les pollens. On ne va pas les retrouver dans les aliments ni dans d'autres allergènes. Du point de vue clinique, quelle est leur importance? On aura des patients qui ont des tests cutanés positifs, des IgE spécifiques pour le pollen entier positif, mais en fait, si on regarde, ils n'ont pas de symptômes liés à ce pollen, quand on peut faire la correspondance, et il n'y a aucune pertinence clinique. Et au final, on explique pourquoi les tests cutanés et les IgE sont positifs, parce qu'ils sont sensibilisés à cette polcalcine, qui est un allergène sans pertinence clinique. En revanche, les polcalcines sont présentes dans tous les pollens. Et là, je vous ai repris les mêmes familles moléculaires avec leurs représentants. Pour les graminées, c'est Phléopraten C7. Pour les herbacées, après on a pour l'ombrasie ou pour l'armoise. Ce qu'on va utiliser en pratique, c'est le ART-V1 et du coup après là, le AM-A9. Pour la pariétaire par J4, les oléacées, c'est le olé E3 et olé E8. Les polcalcines sont bien sûr responsables des réactions croisées entre tous les pollens, puisque ça existe dans tous les pollens, dans toutes les familles. Un autre polyallergène qu'on va retrouver très fréquemment dans le milieu végétal, c'est la prophyline, que vous l'avez en bleu sur cette image de structure tridimensionnelle, et qui forme un complexe avec l'actine du cytosquelette des cellules eucaryotes. Et que ces prophylines, les pollens, sont les sensibilisants primaires. Le patient va se sensibiliser au pollen, mais l'importance de ces prophylines, c'est qu'elles sont présentes aussi dans les aliments, mais elles seront responsables de réactions cliniques de type syndrome oral. Donc, des patients qui sont sensibilisés au pollen et qui vont venir vous dire que voilà, ils ont un syndrome oral à tel ou tel, à la pomme, à la pêche ou au melon. Pour les bétulacées, c'est le BET-V1 qui est la prophyline. Pour les graminées, c'est FLOP-P12. Et ça, pris là, le melon, qui a une prophyline très répandue. Et en pratique, on va doser plus tôt, mal D4 ou plus P4, qui existe en test disponible. La réactivité entre les différentes prophylines se chevauche énormément, elles se ressemblent beaucoup, elles sont pratiquement toutes très similaires, d'où après les réactions qui sont étendues dans le règne végétal. Les protéines de transfert des lipides non spécifiques, ce qu'on appelle les LTP, en revanche, sont des protéines qui sont résistantes à la chaleur, en lien avec les 4 ponts disulfides qui sont présents dans leur structure moléculaire, et ils ont une cavité en un tunnel hydrophobique. Donc de tout cela, on va comprendre que les patients qui seront sensibilisés aux LTP auront des symptômes d'allergie, même si l'aliment est cuit.
parce qu'elles sont résistantes à la chaleur. Là, j'ai mis quelques exemples de LTP dans les pollens et versus les aliments. La sensibilisation aux LTP, encore une fois, sera responsable plutôt des réactions sévères pour la pariétaire, pour l'olivier. Et ce qu'on dose en pratique, après toutes les LTP des aliments se ressemblent. On va en pratique doser surtout le PRUP-P3, qui est la LTP de la pêche, mais peu importe, elle va être représentative aussi pour les autres aliments. Alors, la réaction croisée est forte, mais parfois elle peut être partielle. Si les sources sont d'origine très différentes. Et on voit la pêche va être... Bon, la pêche va ressembler parfaitement bien à la pomme, à la cerise, moins bien à la noix, par exemple. Mais ça peut faire. La clinique de ces patients qui sont sensibilisés à la LTP, pour ceux qui sont sensibilisés à la LTP des pollens, on aura surtout de l'asthme plutôt sévère. Il faut prendre en compte que ça peut faire aussi de l'asthme sévère aux arbres fruitiers parfois, notamment les pêchers. Et les réactions aux aliments seront sévères, de type anaphylaxie, des réactions généralisées. Et je pense que vous êtes beaucoup plus confrontés à des réactions, à des anaphylaxies alimentaires sévères en lien avec une sensibilisation à la LTP par rapport à moi en France, à Clermont-Ferrand, où c'est vraiment rare parce que cette sensibilisation elle est fréquente au pourtour méditerranéen. Quelque chose qui est dans mon quotidien, mais je pense beaucoup moins dans le vôtre, c'est la sensibilisation au pollen de bétulacée par l'allergène majeur qui est le BET-V1, qui est qui va ressembler beaucoup à la PR10 de la cerise, du céleri ou de la cacahuète. Et les patients qui seront sensibilisés au pollen de bétulacée auront un syndrome oral en mangeant ces légumes ou fruits, mais seulement crus. Dès qu'ils sont préparés, dès qu'ils sont cuits, ils n'auront plus aucune réaction. Ils les tolèrent parfaitement bien. Ça, c'est pour vous montrer que la PR10 est présente dans énormément d'aliments et dans les pollens de bétulacée. La réactivité croisée des différentes PR10 elle est moins bonne que pour les profilines, mais ils restent quand même très proches. Et on a un autre polyallergène qui sont les carbohydrates, les déterminants carbohydrates, qui sont responsables des IgE globales qui sont positives, des tests cutanés qui sont négatifs, donc des discordances entre des tests cutanés et des IgE spécifiques si on fait le dosage contre l'extrait global. Et finalement, si on fait un dosage de la broméline, des IgE spécifiques pour la broméline ou le MUX-F3, on va mettre en évidence une sensibilisation à ces déterminants carbohydrates qui vont tout nous expliquer. Il n'y a pas de traduction clinique de cette sensibilisation. Pour synthétiser en une seule diapo, on aura dans la famille des bétulacées, on aura l'allergène majeur qui est le BET-V1, avec des allergènes après, qui sont des polyallergènes, des allergènes communs, les profilines et les polcalcines, le BET-V2 et BET-V4. Dans la famille des oléacées, l'allergène majeur c'est le OLE1, qui est caractéristique du groupe des oléacées. Il n'est pas commun avec les autres groupes. Toujours celui qui est en vert, il est caractéristique du groupe. Donc si on a une double sensibilisation, si on a le vert d'ici et l'orange là, c'est que c'est une réactivité croisée et qu'il y a un seul
qui est important sur le plan clinique. Pour les cupressacées, les cypresses, on aura les allergènes majeurs qui sont le CUP A1 ou CUP A2 et un panallergène qui est la polcalcine, le CUP A4. Et pour arriver à la dernière partie de ma présentation, quand on est devant une polysensibilisation au pollen, on va rechercher des allergènes qui sont spécifiques de chaque famille, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et après, on va rechercher aussi des panallergènes pour s'expliquer les différentes réactivités cutanées. Parce qu'il y aura des patients si on teste tous les pollens, ils seront sensibilisés sur la peau à tous les pollens, sauf qu'ils ne sont pas gênés toute l'année, pas dans les bonnes périodes. Et ça nous permettra de comprendre et de mieux préciser les réactions du patient et de mieux après lui proposer un traitement adapté. S'ils sont positifs, si les IgE spécifiques sont positifs pour les allergènes spécifiques, c'est que c'est une vraie sensibilisation. La prévalence de la sensibilisation à la polcalcine est très variable en fonction du pollen qu'on prend. 5% de ceux qui réagissent au bétulacé. Ça peut aller jusqu'à 10% pour ceux qui réagissent en test cutané au pollen de graminées. Et pour les cypresses, pareil, jusqu'à 10%. Pour monter, jusqu'à 30% pour le pollen d'olivier. En Espagne, la sensibilisation à la polcalcine, elle est plutôt basse. Elle va jusqu'à environ 10%. La sensibilisation aux graminées, elle est très fréquente en Espagne. Ça va jusqu'à 76% des patients dans certaines parties de l'Espagne. Et la sensibilisation aux profilines, elle est aussi assez importante. On peut aller jusqu'à 50% des patients qui sont sensibilisés aux graminées. La LTP, pour la sensibilisation à la LTP, toujours des données de l'Espagne, elle est plutôt moyenne, entre 10 et 20%, mais responsable du coup des réactions sévères. Quand on a utilisé la puce ISAC chez plus de 6000 d'adultes allergiques, on a retrouvé une distribution un peu différente selon les régions de l'Italie. Profil de sensibilisation différent, mais en grande ligne, au nord, il y a les bétulacées, au sud, les herbacées, les graminées sont partout. Ça, c'est la situation en Europe. La sensibilisation moléculaire aux graminées, en Italie du Sud, vous voyez que les allergènes majeurs sont responsables pour plus de 90% des sensibilisations. Et après, on aura la polcalcine pour un très faible nombre de sensibilisations et la profiline d'un peu plus, jusqu'à 40%. La désensibilisation dans tout ça, ça synthétise. Si on a une monoréactivité en test cutané, on ne se pose pas beaucoup de questions. Le diagnostic est confirmé. Après le dosage des IgE spécifiques, parce qu'on peut parfois avoir des peaux qui soient trop réactives, du dermographisme. Il faut toujours vérifier, avoir une concordance entre les tests et les IgE spécifiques.
Si cette co-condance existe, on ne se passe pas beaucoup de questions, il faut traiter le patient qui est symptomatique à ce pollen donné. La situation devient beaucoup plus compliquée quand on est devant des patients qui sont polysensibilisés. Après, il y en a qui sont polysensibilisés à beaucoup de pollen. On va toujours chercher les allergènes majeurs de chaque classe qu'on retrouve en test cutané. Si on a plusieurs qui sont positifs en allergènes spécifiques, en moléculaires spécifiques, c'est que le patient il a une vraie polysensibilisation. Donc on devra lui proposer des sensibilisations multiples, des multiples pollens. Si en revanche il est sensibilisé à un ou deux spécifiques de classe, en test cutané, on peut avoir 4 ou 5 classes de pollen qui soient positives. Quand on fait des IgE spécifiques pour l'allergène qui est spécifique de chaque classe et qu'on n'a que 2 classes et que les autres réagissent en test cutané par une sensibilisation au pollen allergène, donc il n'a aucune importance clinique. Et du coup, chez ces patients-là, on proposera des désensibilisations seulement là où c'est l'allergène spécifique du pollen qui est positif. Parfois, on a des tests cutanés qui sont positifs à tout et des IgE qui sont positifs à rien. Donc ça, c'est la situation des carbohydrates, des déterminants carbohydrates. Donc là, il n'y aura jamais une désensibilisation. C'est tout simplement une sensibilisation cutanée qui n'a aucune importance et que normalement, si on ne l'avait pas cherché, on ne l'aurait pas trouvé parce que le patient n'est pas symptomatique. Sauf que parfois, on fait des choses systématiques sans obligatoirement avoir. Je ne sais pas comment vous faites en pratique, mais moi, pour un patient qui m'est adressé pour un bilan d'asthme, il aura aussi des tests cutanés. Après, bien sûr que je m'oriente selon la clinique, mais c'est très systématique. Ça, c'est pour reprendre ce que je viens de dire. Alors, les 4 classes de pollen qui sont les plus répandues et leurs allergènes majeurs ou leurs allergènes ou leurs composants panallergènes. Alors pour les oléacées, on a olé E1, encore une fois, pour les bétulacées, BETV1, pour les graminées, FLOP1, P5, et pour la pariétaire, par J12. En fonction, si ces allergènes spécifiques sont positifs, c'est qu'il y a vraie sensibilisation à cela, et on recherche aussi les bons allergènes qui peuvent être communs, en sachant que, du coup, on peut avoir des allergènes qui ressemblent au BETV1, des PER10, qui sont présents dans d'autres aliments et d'autres. Alors, pourquoi je vous ai présenté tout ça au final? Parce qu'une fois qu'on s'intéresse à l'allergologie moléculaire, chez des patients polysensibilisés, il y a entre 30 et 80% de modifications de conduite à tenir, de traitement. D'accord? Parce que, vous voyez, par exemple, là, quand on fait que des tests cutanés, il y a 82% des patients qui sont sensibilisés aux graminées. Quand on s'intéresse de plus près à l'allergologie moléculaire, finalement, il n'y a que 40% qui ont une vraie sensibilisation aux allergènes majeurs de graminées. Donc, en temps normal, si on s'arrête sans l'allergologie moléculaire et sans creuser plus, on proposera du traitement à plus du double des patients. D'accord? Et parfois, c'est même plus important. Par exemple, pour l'armoise, on passe de 30% à 3%. D'accord? D'une sensibilisation cutanée à 30% des patients, finalement, on ne trouvera que 3% des patients qui sont réellement sensibilisés à l'allergène majeur de l'armoise. C'est aussi différent en fonction
du critère de positivité des tests cutanés. Si on dit que le test cutané est positif pour une papule qui a 3 mm ou pour une papule qui fait 5 mm, ce n'est pas la même chose. Et la discordance sera plus faible ou la concordance sera meilleure si on prend une taille de test cutané de 5 mm. C'est ce qui vous montre ce tableau. Peu importe quel est le pollen, hein, si on prend la positivité des tests cutanés à 5 mm, on est meilleur que si on prend à 3 mm. Alors, pour la décision de désensibilisation, vous voyez qu'il y a des modifications hein, en fonction si on fait que des tests cutanés, des IgE aux extraits globaux ou des IgE recombinants, on modifie. Pour des patients, par exemple, qui sont sensibilisés en même temps aux graminées et à l'olivier, la moitié n'auront pas les deux désensibilisations finales. Et même plus que ça, 20% n'auront aucune. Parce que ce n'est pas important et que c'est des sensibilisations à des pollen allergènes qui ne sont pas significatives sur le plan clinique. Et ça, c'est une étude hein, qui est sur une population de 1200 patients. Alors, ça coûte quand même hein, de doser tous ces allergènes moléculaires, tous ces IgE pour les allergènes moléculaires. Pourquoi on fait ça? Parce que finalement, quand on fait le calcul, ça nous permet d'économiser de l'argent. Parce que l'immunothérapie coûte encore plus cher que le dosage des IgE. Donc au final, on va faire des économies et on va mieux connaître déjà le profil de sensibilisation de notre patient, on va mieux répondre à sa demande. Pour le simple fait que si on ne désensibilise pas correctement, le patient sera très mécontent parce que ça ne lui a changé rien et en plus c'était lent et cher. La synthèse, dernière diapo, en fonction de quel type d'allergène on retrouve. S'ils sont... Après, une autre chose. Dans les allergènes moléculaires, on peut avoir des composants naturels qui sont glycosylés ou des composants recombinants où on passe de la partie de glycosylés et pour le coup sont beaucoup plus fiables que les naturels. Parce que quand on va regarder les IgE spécifiques pour le N-OLE-E1 ou pour le R-OLE-E1, ce n'est pas la même chose, même si c'est l'allergène majeur. N-OLE-E1, on peut l'avoir positif que par la partie carbohydrate, glycosylé. R-OLE-E1, il est positif que par la molécule en soi, pas par les carbohydrates. Voilà. Et puis du coup, ça reprend tout ce que je viens vous dire. Je pense qu'on ne va pas reprendre, on ne va pas redire tout ça. Et je reste à votre disposition pour des questions. Merci Madame Lucie pour cet exposé ample d'enseignement. Pour garder, respecter le temps, je vous propose 2 questions courtes. On laissera les autres questions. Bon, l'après-midi, on aura des 4 minutes. 2 questions courtes, c'est bon. Aussi, madame. Bonjour. J'aimerais bien savoir si vous pratiquez encore les tests cutanés à Clermont-Ferrand, parce que nous, on ne peut plus, et depuis déjà quelques temps. Alors, j'ai adoré votre exposé, oui. Mais vous n'arrêtez pas de parler des tests cutanés, vous n'arrêtez pas de parler de désensibilisation, oui. Et nous, on ne les a plus. Alors, et est-ce que vous avez quelques idées à ce propos et sur votre avenir? Alors, pour répondre à la première partie de la question, oui, on pratique toujours des tests cutanés à Clermont-Ferrand. Voilà. En sachant que, oui, on est embêté par le manque de beaucoup d'extraits allergéniques à l'heure actuelle, hein, sauf qu'après, on a la chance de pouvoir se procurer des extraits allergéniques, pas que d'un seul laboratoire.
Donc pour le coup, on essaie de, s'il y en a un qui manque là, on en prend un de l'autre côté ou de l'autre côté, puis on a la bonne batterie. Sauf que si vous regardez dans la batterie, bah, il y en a un de laboratoire A, l'autre du laboratoire B, un autre du laboratoire C, et ainsi de suite, et bah, on fait avec. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Pour la désensibilisation, on n'a pas de problème. Nous, on n'a pas de problème. On a 2 laboratoires qui sont agréés en France, qui ont l'AMM, qui sont remboursés les produits, et on n'a pas de problème pour avoir la désensibilisation. En tout cas, je ne sais pas comment faire. Vous parlez de la désensibilisation orale? Orale. Orale. En France, à l'heure actuelle, c'est 98%, je crois, de l'oral, de sublingual. Il n'y a quasiment plus de sous-cutané. Hein. Et même, il y a des grandes discussions de la part de l'HAS, de la Haute Autorité de Santé en France, hein, de quasiment interdire les désensibilisations sous-cutanées parce qu'elles sont efficaces, oui, mais il y a des alternatives qui sont beaucoup plus safe, plus sûres, et qu'ils disent, bon, c'est irresponsable de proposer à un patient quelque chose qui est bien sûr efficace, mais qui peut être un peu dangereux. Voilà, c'est la grande discussion qu'ils ont à l'heure actuelle et qu'ils veulent complètement dérembourser en fait la désensibilisation sous-cutanée. C'est bon. Une petite remarque. Oui. Quand vous parlez des calendriers polémiques, vous faites référence à l'Espagne et à l'Italie. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que le Maroc ne dispose pas de son Voilà. calendrier polémique. Et ça, c'est quand même un constat navrant, que notre pays ne puisse pas disposer d'un calendrier polémique. Et pourtant, la logistique n'est pas très énorme, elle est accessible. Donc, jusqu'en 2019, le Maroc ne dispose pas d'un calendrier polémique. Et ça, c'est dommage. C'est des travaux. Oui, mais ça traîne depuis 10 ans. C'est du travail à faire. Hein, voilà. Une autre question, parce que les deux questions, c'était sur le montage. Une autre question. C'est bon? Bon, merci. C'est ça. Au sujet, madame, de l'ambroisie, Oui. on en parle beaucoup. Oui. Et d'après ce que j'ai retenu, ça fait quelques années, sur une barre transversale à partir de Lyon, au-dessous de cette barre, ça n'existe pas. Alors déjà, en France, l'ambroisie, elle est répandue dans des endroits bien précis. C'est pas dans toute la France, hein. C'est surtout la vallée du Rhône, en fait. Et après, dans le reste de la France, que c'est plus au nord ou plus au sud, très peu. Extrêmement peu. Moi, à Clermont-Ferrand, les taux d'ambroisie, bon, ils ne sont pas inexistants, mais ils sont faibles. Après, un peu plus au nord de Clermont-Ferrand, dans la région d'Auvergne, là, pour le coup, on sera confronté à une centaine de kilomètres, on sera confronté à des taux très élevés, par exemple. C'est extrêmement sur des toutes petites aires territoriales où on peut avoir des taux très élevés. Donc, il faut croire aux patients s'ils vous disent ben, « moi, il y a plein d'ambroisie vers chez moi et que je suis gênée plein pot dans la période, en fin d'été ». Et là, il faut leur croire, même si... parce que nous, dans le CHU, on va drainer des patients qui vont venir de 200 km. Donc, le calendrier politique de Clermont-Ferrand ne va pas correspondre à tout cela. Bon, merci Madame Abouti pour cet exposé. Et bonjour à notre professeur aussi, professeur de mécanique, de la part de l'assistance. Je lui transmettrai. Madame Ahmad.